Un millionnaire solitaire, apprenant qu'il ne lui restait que 5 mois à vivre, marchait dans la rue la tête basse, par une nuit glaciale. En apercevant une femme grelottant avec un enfant sur un banc, il les accueillit chez lui. Mais ce qui se passe ensuite touche profondément son âme. Henri Dubois observait les murs de son salon avec la même froideur qu'il réservait au reste du monde. À 62 ans, il possédait tout ce que beaucoup rêveraient d'avoir, une fortune estimée à plusieurs millions, une imposante demeure nichée dans le 16e arrondissement et une réputation d'homme d'affaires respecté, ou craint, selon ceux à qui l'on posait la question. Pourtant, ce soir-là, aucun de ces attributs ne semblait avoir la moindre importance. Sur le marbre glacé de la cheminée reposait un dossier médical à peine ouvert, quelques feuilles, des mots techniques et une phrase soulignée au stabilo, jaune par le médecin lui-même. Espérance de vie estimée, 5 mois. La sentence était tombée avec la précision d'une lame, silencieuse et irrévocable. Henri n'avait pas parlé depuis la consultation. Il avait quitté la clinique privée en refusant la voiture avec chauffeur, optant plutôt pour une longue marche sans but. L'air de décembre s'infiltrait sous son manteau de laine, mais il ne ressentait ni froid ni chaleur. Seulement un vide vaste, une sorte d'abîme intérieur qu'il n'arrivait pas à nommer. Il avait traversé les rues de Passy, longé l'avenue Mozart, évité les regards, les vitrines décorées pour Noël, les couples riant bras dessus bras dessous. À mesure qu'il avançait, quelque chose en lui se tassait, se repliait. Ce « n'était pas la peur de mourir. C'était l'absence de vie qui le hantait. Dans la solitude de son manoir, le silence n'était pas un événement. C'était une habitude. Une compagne fidèle qu'il avait choisie après des décennies d'ascension, de trahison subtile, d'alliances rompues au nom du profit. Sa vie n'avait jamais fait de place aux sentiments, encore moins à la vulnérabilité. Sa femme était partie il y avait plus de 20 ans, lasse d'un homme qu'elle qualifiait de présent mais inaccessible, aucun enfant par choix, ou plutôt par inaction. Henri n'avait jamais su répondre à la question de la paternité autrement que par un haussement d'épaule. Ce soir-là, dans la pénombre feutrée du grand salon, Henri s'installa dans son fauteuil favori. Il n'alluma ni la télévision ni la radio. Il restait là, fixant les reflets dorés du lustre ancien, se demandant comment on pouvait tout posséder et pourtant n'avoir rien. Ce n'était pas la mort qui le dérangeait, mais le fait que son départ ne laisserait pas de traces. Ni chagrin, ni héritier, ni même une anecdote à raconter. Il serait un nom sur une plaque, un chiffre dans un testament, un homme oublié, dans une ville qui n'attend personne. Alors il se leva, enfila un manteau sombre, rabattit le col et sortit dans la nuit. Les rues de Paris semblaient plus vastes sous les lampadaires blafards. Il descendit vers les quais, traversa le pont d'Iéna sans s'arrêter pour admirer la tour Eiffel, puis remonta vers les jardins du Trocadéro. Là, il marchait lentement, presque sans bruit, comme un fantôme glissant dans un monde dont il ne faisait plus partie. L'odeur du froid des marrons grillés au loin des cheminées en activité, tout cela appartenait à une autre époque, à une autre vie. Personne ne lui parlait, personne ne le regardait. C'était ainsi qu'il l'avait voulu. Il avait érigé autour de lui une forteresse d'indifférence, une distance maîtrisée, une élégance glaciale. Et maintenant que le temps s'effilochait, seconde après seconde, il se rendait compte qu'il n'avait jamais appris à vivre, seulement à contrôler, à éviter, à fuir ce qui ne se chiffrait pas, ce qui ne s'investissait pas. Il s'assit sur un banc, face au vide de la Seine. Il aurait pu rester là des heures, mais même le silence finit par peser. La ville semblait respirer autour de lui, indifférente à son agonie intérieure. Henri sortit une petite boîte de métal de sa poche, une montre à gousset, héritée de son père. Il l'ouvrit. L'aiguille des secondes tournait doucement, implacablement. Chaque tic-tac résonnait comme un compte à rebours cruel. 5 mois, 150 jours. Il n'en ferait rien, pensait-il. Aucune bucket list, aucun voyage extravagant. Il n'avait pas envie de sauver ce qui n'avait jamais été vivant. Il rentra tard cette nuit-là, les chaussures humides, les doigts engourdis. Les domestiques dormaient, il ne fit aucun bruit. Dans son bureau, il contempla les étagères, remplies de livres qu'il n'avait jamais lus. L'idée lui traversa l'esprit. Peut-être était-il déjà mort depuis des années. La maladie n'était qu'un rappel, un tampon sur un passeport déjà expiré. Le lendemain, il fit la même chose, et le jour d'après, encore. Marcher. Fuir. Se taire. Chaque nuit était une tentative de ressentir quelque chose, n'importe quoi,
Mais rien ne venait. Pas une larme, pas une colère. Juste un vide immense, glacé comme l'hiver qui s'installait lentement sur Paris. Et pourtant, au cœur de ce vide, une nuit, quelque chose changea. Une silhouette, une présence, un détail infime qui fendit, pour la première fois en des années, le poids du silence. La nuit s'était épaissie sur Paris, étendant son manteau d'obscurité glaciale sur les pavés luisants du Trocadéro. Henri avançait, le col relevé, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. La routine était devenue presque mécanique. Sortir après que la ville se soit assoupie, marcher au hasard, ignorer le monde et se dissoudre dans la brume hivernale. Il ne cherchait rien, et surtout pas une surprise. Et pourtant, ce soir-là, quelque chose dérangea cette chorégraphie silencieuse. À quelques mètres du banc habituellement vide, Henri s'arrêta net. Une forme y était recroquevillée, qu'indistincte dans l'ombre. Il plissa les yeux. Ce n'était pas un sans-abri comme ceux qu'il croisait parfois, ceux qu'il apprenait à ne pas voir. Non, c'était différent. Il y avait un mouvement, un frémissement. En s'approchant, il distingua une jeune femme enroulée dans un manteau trop fin pour l'hiver, ses bras serrés autour d'un petit corps endormi contre sa poitrine. Un enfant. Il tremblait, visiblement transi. La femme gardait les yeux grands ouverts, fixant le vide comme si l'endormissement pouvait les condamner à ne plus se réveiller. Henri resta figé, tout en lui criait de continuer son chemin. Ce n'était pas son problème. Il n'avait pas l'habitude d'interférer dans la vie des autres, encore moins dans celle des inconnus. Pourtant, quelque chose le retint. Pas de la pitié. Ce mot lui paraissait trop condescendant, presque insultant. C'était plutôt une fracture dans le silence qu'il avait construit. Le regard de la jeune femme, même dans la pénombre, portait une intensité qu'il n'avait pas rencontrée depuis des années. Pas une supplique, pas une plainte. Seulement la présence crue de la survie. Il voulut détourner les yeux, faire demi-tour. Mais il resta là, incapable d'expliquer à lui-même pourquoi il n'avançait plus. Le froid lui mordait les joues, s'infiltrait dans ses os. Et il savait que pour eux, ce n'était pas une simple gêne, mais une menace réelle. Il se surprit à parler, sa voix rauque, brisée par l'oubli. « Vous ne pouvez pas rester ici cette nuit. » La femme sursauta légèrement, comme si elle n'avait pas entendu un humain lui adresser la parole depuis des siècles. Elle resserra un peu plus l'enfant contre elle, comme un réflexe de défense. « On n'a nulle part où aller, » murmura-t-elle. Henri détourna le regard. Il ne voulait pas poser de questions. Il n'était pas prêt à entendre des récits misérables, ni à plonger dans les histoires d'autrui. Il voulait simplement que cette image cesse de le hanter. Il jeta un coup d'œil à la voiture garée à une centaine de mètres de là. Il n'était pas homme à improviser, mais cette nuit-là, l'improvisation s'imposa comme une nécessité. « Venez avec moi, juste pour cette nuit. » La femme hésita. L'instinct de méfiance la retenait, mais l'enfant dormait profondément, les lèvres légèrement bleues. Elle hocha la tête sans mot, se leva lentement. Le petit garçon ne se réveilla même pas lorsqu'elle le porta dans ses bras. Henri fit quelques pas en silence, puis se retourna pour s'assurer qu'elle le suivait. Elle marchait vite, les yeux baissés, la silhouette cassée. Le trajet en voiture se fit sans un mot. Henri fixait la route, incapable de trouver une pensée claire. Il s'étonnait lui-même. Pourquoi avait-il fait ça? Pourquoi aujourd'hui? Il n'y avait pas de réponse, juste un mélange de fatigue, de révolte contre le vide, et peut-être, enfoui quelque part, un sursaut de conscience. La maison s'illumina lorsqu'ils franchirent le portail. Les lumières automatiques s'allumaient dans l'allée, révélant la façade imposante de la demeure. La femme, Claire, serra instinctivement l'enfant contre elle. Elle semblait sur le point de reculer. « C'est ici » demanda-t-elle, presque incrédule. Henri ne répondit pas. Il ouvrit la porte. Les domestiques n'étaient pas encore couchés. L'un d'eux, Philippe, s'approcha, surpris. « Monsieur Dubois, souhaitez-vous que je... » Henri leva une main, sèchement. « Préparez une chambre et faites venir du chocolat chaud. Pour l'enfant. » Il se dirigea vers les escaliers sans un regard en arrière. Claire resta là un instant, figée dans l'entrée luxueuse, avant de suivre le domestique en silence. Elle n'avait posé aucune question. Lui non plus. Mais cette nuit, dans cette maison où le silence régnait en maître, quelque chose avait bougé. Un détail, un souffle, une faille dans la routine de la mort annoncée. Henri monta dans son bureau, referma la porte et s'assit. Il ne savait pas ce qu'il venait de faire, mais il savait, confusément, qu'il ne pourrait plus revenir à la solitude exactement comme avant. Le lendemain matin, la maison semblait s'être figée dans une suspension étrange,
comme si l'arrivée de Claire et de l'enfant avait modifié imperceptiblement l'air lui-même. Henri descendit tard. Il n'était pas pressé. Il ne savait pas s'il voulait croiser la jeune femme. La décision prise la veille lui paraissait floue, presque irréelle à la lumière du jour. Pourtant, en posant le pied sur le parquet lustré du couloir, il perçut un son inhabituel. Un rire, léger, enfantin, suivi de pas précipités. Dans le grand salon, assise au bord du canapé, Claire tenait une tasse de café entre les mains. Jules, le petit garçon, jouait par terre avec des cubes en bois que Philippe avait retrouvés dans un vieux coffre oublié de la maison. Claire leva les yeux vers Henri lorsqu'il entra. Elle ne sourit pas mais inclina doucement la tête. Un simple geste de reconnaissance, sans effusion. Henri répondit par un hochement presque imperceptible. Il n'adressa pas la parole à l'enfant, ni à elle. Il fit ce qu'il faisait tous les matins. Il prit un journal, s'installa dans son fauteuil habituel et tenta de lire. Mais les mots semblaient refuser de s'aligner dans son esprit. Tout dans cette pièce lui rappelait qu'il n'était plus seul. Il entendait Jules parler à ses jouets dans un langage mi-imaginé, mi-réel, et de temps en temps, Claire répondait d'une voix douce, presque murmurée. Cette chaleur légère qui flottait dans l'air lui était étrangère. Les employés, eux aussi, semblaient désorientés. Ils parlaient à voix basse dans la cuisine, s'échangeant des regards surpris. Jamais, depuis des années, un inconnu n'avait franchi le seuil sans être annoncé, encore moins pour y rester. Henri, pourtant, ne donna aucune consigne particulière. Il n'expliqua pas la présence de Claire et Jules. Il n'exigea pas leur départ. Il ne dit rien. Et ce silence devint sa seule forme d'acceptation. La première nuit qu'ils passèrent dans la maison fut calme. Claire dormit avec Jules, dans une chambre d'amis à l'étage, près de la bibliothèque. Le lit était trop grand, les draps trop frais, mais c'était un monde de confort qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Le matin, elle descendit discrètement, aidée par une des femmes de ménage qui lui proposa des vêtements propres. Elle accepta avec gêne, sans poser de questions. Henri observait tout cela à distance. Il se disait que c'était temporaire, qu'elle partirait bientôt, que ce n'était qu'un geste isolé, fruit d'un moment de déséquilibre face à la certitude de sa propre fin. Mais quelque chose en lui se tordait chaque fois qu'il voyait Jules courir dans le couloir, ou Claire préparer un thé dans la cuisine, comme si ces gestes simples faisaient naître une tension qu'il n'était pas encore prêt à affronter. Un soir, alors que les lumières de la ville scintillaient à travers les vitres immenses de la salle à manger, Henri entra pour dîner. Il s'attendait à trouver la table dressée pour un seul couvert, comme toujours. Mais 2 autres assiettes avaient été ajoutées. Philippe, visiblement hésitant, annonça « Madame Claire et l'enfant ont demandé s'ils pouvaient dîner ici ce soir. » J'ai pensé que... Henri s'interrompit, croisa le regard de Claire, qui se tenait debout, visiblement prête à reculer. « Ce n'est rien, dit-elle. Je peux préparer quelque chose ailleurs. » Henri la fixa un instant, puis s'assit. « C'est déjà prêt, » répondit-il simplement. Le repas se déroula dans un calme particulier, presque solennel. Jules mangeait sans bruit, absorbé dans sa nourriture. Claire jetait des regards furtifs à Henri, qui restait silencieux, se concentrant sur chaque bouchée comme s'il fallait en maîtriser la moindre expression. Mais malgré cette retenue, une scène se formait, timide, hésitante. Celle de 3 personnes partageant une table, un toit, un instant. Plus tard, alors que Claire aidait Jules à se brosser les dents, Henri resta seul dans le salon. Il regarda autour de lui. Les coussins étaient déplacés. Une couverture traînait sur la coudoir. Un livre pour enfants ouvert sur le tapis. Autant de détails qui brisaient l'ordre froid auquel il était habitué. Et pourtant, il ne ressentait ni irritation, ni besoin de rétablir le contrôle. Ce désordre avait quelque chose d'humain, d'inattendu. Il monta se coucher sans bruit. En passant devant la chambre où dormaient Claire et Jules, il s'arrêta un instant. Il entendit la respiration calme de l'enfant et le léger grincement d'un plancher sous les pas de Claire. Il ne frappa pas, il ne dit rien. Mais il resta là quelques secondes, le regard fixé sur la porte close, avant de reprendre sa marche silencieuse vers sa chambre. Cette nuit-là, il rêva, ce qui ne lui arrivait plus. Il rêva d'un champ de lavande, d'un ruisseau, d'un rire d'enfant qu'il n'arrivait pas à situer dans le temps. Il se réveilla troublé, mais ne chercha pas à comprendre. Il se contenta de regarder par la fenêtre, vers les toits de Paris enneigés,
en se demandant combien de nuits il lui restait encore à traverser. Les jours suivants s'enchaînèrent avec une douceur étrange, comme si le temps, dans cette maison figée si longtemps dans la routine, avait décidé de ralentir. Henri observait. Il ne participait pas, ou du moins c'est ce qu'il voulait croire. Il conservait ses habitudes. Lever tardif, lecture silencieuse, repas solitaire, mais désormais chaque pièce qu'il traversait portait la marque d'une autre présence. Claire se levait tôt. Elle aidait discrètement dans la cuisine, offrait son aide aux employés sans jamais s'imposer. Elle effaçait les traces de leur passage, comme si elle voulait s'assurer de ne pas déranger, comme si son séjour ici n'était qu'un souffle qu'on pouvait chasser d'un geste. Jules, lui, vivait. Il remplissait la maison de sons nouveaux, des questions, des chansons qu'il inventait, des rires étouffés derrière des portes qu'on n'avait jamais vues s'ouvrir si tôt. Henri, chaque matin, descendait avec la même intention, ignorer. Mais très vite, il s'était surpris à chercher, sans l'admettre, les signes de leur présence. Un jouet oublié sur le rebord d'une fenêtre, une écharpe posée sur une chaise, l'odeur du chocolat chaud qui flottait encore dans la salle à manger après le départ de Jules à l'école, une école du quartier provisoire, que Claire avait pu inscrire grâce à l'adresse fournie par Henri, sans un mot. Il les écoutait parler. Il surprenait des fragments de conversation, le soir, dans le salon. Claire racontait à Jules des histoires, des récits simples, faits d'animaux qui parlent, de forêts enchantées, de trains qui partent vers des destinations inconnues. Henri ne se souvenait pas d'avoir jamais entendu une voix aussi douce, aussi régulière. Il ne se souvenait pas, non plus, d'avoir jamais écouté une histoire racontée ainsi. Dans son enfance, les histoires étaient des instructions, des leçons, jamais des ponts vers l'imaginaire. Un après-midi, alors que la lumière dorée d'un rare soleil d'hiver inondait le jardin, Henri vit Jules courir dehors, les bras écartés comme des ailes. Claire, emmitouflée dans un manteau trop grand, riait en essayant de le suivre. Henri les regardait depuis la baie vitrée, une tasse de thé dans la main. Il n'avait jamais voulu d'enfant, ou plutôt, il n'avait jamais su comment en vouloir. Et voilà qu'un petit garçon qui n'était pas le sien faisait naître en lui un sentiment indéfinissable. Ce jour-là, Jules entra soudainement dans le salon, les joues rouges de froid, les cheveux en bataille. Il s'arrêta net en voyant Henri, puis s'approcha à pas lents. Henri leva les yeux, surpris. « Bonjour, monsieur Henri, dit l'enfant avec sérieux. Tu veux jouer au domino avec moi ?» Henri resta un instant sans répondre. Le tutoiement le déstabilisa. Il n'était pas habitué à ce que quelqu'un, surtout un enfant, l'aborde si directement. « Je ne sais pas jouer, » répondit-il. « Simplement. » Jules fronça les sourcils, puis haussa les épaules. « Je peux t'apprendre. C'est facile. » Il posa la boîte sur la table, l'ouvrit avec une assurance désarmante et commença à aligner les pièces. Henri, sans trop réfléchir, se pencha. Il suivait les mouvements du garçon, essayant de comprendre les règles. Jules parlait sans arrêt, expliquait tout avec fierté, comme s'il transmettait un savoir ancien et précieux. Claire, en entrant, dans la pièce, s'arrêta net à la vue de la scène. Henri, penché sur une table, concentré, un sourire discret au coin des lèvres. Jules, rayonnant, expliquant ses règles absurdes avec l'aplomb d'un professeur. Elle n'osa pas interrompre. Elle resta là, en silence, un instant volé dans un quotidien qui n'était plus uniquement marqué par la survie. À partir de ce jour, quelque chose changea. Henri ne cherchait plus à éviter les moments. Il ne les provoquait pas non plus, mais il ne les fuyait plus. Il acceptait que Jules vienne s'asseoir près de lui avec un livre. Il écoutait Claire chanter doucement, en préparant le dîner. Il se surprenait à marcher plus lentement dans les couloirs, à tendre l'oreille, à attendre presque le rire du petit garçon. Une fin d'après-midi, alors qu'il s'apprêtait à sortir, il entendit Claire dans la cuisine. Elle chantait une vieille chanson française, presque oubliée, que sa mère lui fredonnait autrefois. Henri s'arrêta net. Il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait entendu cette mélodie. Il resta là, invisible, à écouter. Et dans ce moment suspendu, il se sentit vivant. Pas comme un homme qui attend la mort, mais comme un homme qui, peut-être, redécouvrait le goût des choses simples. Il sortit malgré tout, comme chaque soir. Mais cette fois, il emporta avec lui l'écho de cette chanson, le son des rires, et la sensation que, dans cette maison autrefois glacée, quelque chose de profondément humain était en train d'éclore. La nuit tombait lentement sur Paris,
enveloppant la ville d'un voile bleu profond où les lampadaires projetaient des halos pâles sur les trottoirs vides. Henri se tenait dans son bureau, les mains croisées derrière le dos, observant les ombres qui s'étiraient sur les murs. Depuis l'arrivée de Claire et de Jules, ses insomnies prenaient une autre dimension. Ce n'était plus la peur du vide ou l'angoisse de l'échéance, mais une forme d'intranquillité nouvelle, comme si le silence avait appris à murmurer. Il descendit discrètement les escaliers. Il n'y avait plus de bruit, seulement le craquement timide du vieux bois sous ses pas. En passant devant le petit salon, il entendit un souffle étouffé, une respiration saccadée. Il s'approcha, poussa légèrement la porte. Claire était assise sur le canapé, les coudes appuyés sur les genoux, les mains couvrant son visage. Elle pleurait. En silence, mais avec cette intensité qu'aucun mot ne peut traduire, Henri hésita. Il aurait dû reculer, respecter cet instant, ce repli personnel. Mais ses pieds refusèrent de bouger. Il s'avança, s'arrêta à quelques pas. Claire, en l'entendant, sursauta et essuya rapidement ses larmes. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, la voix cassée. « Je ne voulais pas déranger. Je pensais être seule. » Henri ne répondit pas immédiatement. Il s'assit lentement dans le fauteuil en face d'elle. Le silence s'installa entre eux, non plus comme une barrière, mais comme un espace d'écoute. Finalement, il demanda d'une voix étonnamment douce « Est-ce que vous avez quelqu'un à prévenir? Quelqu'un qui pourrait vous aider ?» Claire secoua la tête. « Non, personne. Il n'y a que Jules. Et même pour lui, parfois, je ne sais pas si je fais ce qu'il faut. » Elle releva les yeux, embuée mais ferme. « Je suis partie il y a 6 mois. J'ai fui. Il était devenu violent. Pas seulement avec moi. Un jour, j'ai vu son regard quand Jules a renversé un verre. C'était plus que de la colère, c'était de la haine. Alors j'ai pris un sac, quelques affaires et on est parti. D'abord dans un foyer, puis un autre. Mais ces endroits, ce ne sont pas des refuges. Ce sont des limbes. » Henri restait silencieux. Il n'avait jamais posé de questions parce qu'il pensait ne pas vouloir de réponse. Mais maintenant qu'elle parlait, il sentait en lui une tension profonde, une sorte de rage sourde qu'il ne comprenait pas encore. Et puis il y a eu le froid, les refus, les regards. Paris n'a pas de pitié pour les invisibles. On dormait dans des abris quand on en trouvait. Sinon, les bancs, les stations de métro ouvertes. J'essayais de garder le sourire pour Jules, de faire comme si c'était une aventure. Mais il voyait bien. Il est plus intelligent que je ne l'avais compris au début. Elle s'interrompit, regarda le feu qui mourait dans la cheminée. Henri, lui, fixait un point invisible au sol. Il avait entendu des histoires, bien sûr. Des bébismes, rapports, des chiffres, des reportages. Mais c'était autre chose ici. Une douleur réelle, présente, incarnée dans cette femme assise devant lui. « Je ne veux pas de votre argent », ajouta Claire après un moment. « Je ne veux pas qu'on pense que je suis venu ici dans ce but. Je ne savais même pas qui vous étiez. Je voulais juste un endroit où Jules n'aurait pas à avoir peur de dormir. » Henri leva enfin les yeux. Il croisa le regard de Claire et y vit une chose rare, la sincérité brute, sans calcul. Il avait passé sa vie entouré de masques, de sourires professionnels, de mains tendues pour mieux réclamer. Claire ne lui demandait rien. Elle exposait simplement sa réalité. « Il n'aura pas à avoir peur ici, » dit Henri. « Et vous non plus. » Il se leva sans ajouter un mot de plus et quitta la pièce. Ce n'était pas une promesse, c'était une déclaration. Ce soir-là, en regagnant sa chambre, il prit un carnet ancien dans son tiroir. Il n'avait pas écrit depuis des années, mais il nota une phrase sans y réfléchir. Il y a des silences qui soignent plus que 1000 paroles. Le lendemain matin, Henri invita Jules à prendre le petit déjeuner avec lui. Pas dans la grande salle, dans la cuisine, là où le soleil entrait timidement par la fenêtre, là où le monde semblait un peu moins figé. Claire arriva peu après, surprise de les voir côte à côte, partageant des tartines. Elle s'arrêta sur le pas de la porte. Henri leva les yeux et pour la première fois, il lui sourit. Pas un sourire social ni poli, un vrai, léger, maladroit, mais sincère. C'est ce matin-là qu'il comprit qu'il avait vécu sans lien pendant trop longtemps et qu'il n'était peut-être pas trop tard pour apprendre à son tour ce qu'il avait refusé toute sa vie, se laisser atteindre. Le calme qui s'était lentement installé dans la maison du bois fut brutalement interrompu une matinée de janvier, alors qu'un épais brouillard couvrait encore les jardins. Henri, assis dans la bibliothèque, relisait un passage de Camus qu'il aimait particulièrement lorsque Philippe entra sans frapper, chose rare.
« Monsieur, pardonnez-moi, mais Maître Marc Delattre est ici. Il dit que c'est urgent. » Henri leva les yeux, surpris. Marc était son avocat depuis près de 20 ans, un homme d'une discrétion absolue, méthodique, qui ne se déplaçait jamais sans raison. Une visite à domicile n'était pas dans ses habitudes. Il déposa calmement son livre, se leva et fit signe à Philippe. « Faites-le entrer. » Marc pénétra dans la pièce avec la même élégance discrète qui le caractérisait, mais son regard trahissait une gravité inhabituelle. « Henri, je sais que tu préfères éviter ce genre de discussion, mais il est temps. Il faut que nous revoyions les dispositions du testament, les titres de propriété, les fondations. Tu sais que le délai n'est plus abstrait. » Henri hocha la tête sans répondre. Il savait. Chaque jour, il le sentait. L'énergie fuyait lentement, comme l'eau s'écoulant d'un verre fissuré. Il désigna une chaise. Marc s'assit, ouvrit une mallette en cuir et sortit plusieurs documents. Ils commencèrent à passer en revue les biens, les comptes, les dons antérieurs. Puis, plus lentement, les clauses du testament. Tu n'as pas d'héritier direct, pas de conjoint, pas d'enfant. Tu avais laissé tout à une fondation culturelle, mais tu m'as dit l'autre jour que tu voulais revoir ça. Henri resta un moment en silence. Le visage de Jules lui traversa l'esprit, ses éclats de rire, ses mains pleines de chocolat, et celui de Claire, ses gestes calmes, sa façon de toujours s'effacer sans se soumettre. Il se leva, fit quelques pas. Il y a eu des changements. Je veux qu'une part revienne à un enfant, pas le mien, mais je veux qu'il ait un avenir. Marc le regarda, intrigué, mais professionnel. Il nota simplement. Très bien, nous rédigerons une clause spéciale. Et pour le reste, Henri s'apprêtait à répondre, mais un bruit attira son attention. Dans le couloir, juste derrière la porte entrebâillée, une silhouette venait de s'éloigner rapidement. Il reconnut Claire. Il serait dit, elle avait entendu. Une partie, au moins. Marc replia lentement les papiers. Je reviendrai demain pour finaliser les documents. Réfléchis si tu veux laisser un message, une lettre. Cela fait une grande différence pour ceux qui restent. Il partit peu après. Henri resta seul un moment dans la bibliothèque, immobile. Il ne savait pas ce que Claire avait compris, ni ce qu'elle en ferait. Mais il sentit, presque physiquement, que quelque chose venait de se rompre dans l'équilibre fragile qu'ils avaient tissé. Il la retrouva dans le petit jardin, une écharpe enroulée autour du cou, les mains serrées, sur une tasse fumante. Elle évita son regard, il s'approcha, sans détour. « Tu as entendu ?» Claire hocha la tête. Elle ne fuyait pas, mais son regard était différent, comme si une distance venait de s'installer. « Tu n'as rien dit ?»« Non, ce n'est pas à moi de poser des questions. C'est ta vie, ton histoire. » Henri sentit un pincement, un mélange d'amertume et de reconnaissance. « Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. »« Et comment alors ?» demanda-t-elle sans colère, mais avec une sincérité tranchante. « Tu comptais partir en silence comme tu as vécu, nous laisser sans savoir si tout ça était réel ou juste une parenthèse ?» Il ne trouva rien à répondre. Elle secoua la tête. « Je ne suis pas en colère, juste perdu. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Ce que tu as fait pour nous, je ne l'oublierai jamais. Mais maintenant, tout est différent. » Henri resta là, le vent froid balayant leur visage. Pour la première fois depuis des semaines, le silence entre eux n'avait rien de doux. Ce soir-là, le dîner fut morne. Jules sentit la tension, même s'il ne la comprenait pas. Il mangea sans dire un mot, le regard passant de Claire à Henri, comme pour chercher une explication. Personne ne parla. Les jours suivants, une distance s'installa, subtile mais réelle. Henri n'intervenait pas. Claire restait polie mais moins présente. Jules, lui, continuait d'être un enfant, mais ses rires semblaient résonner plus bas, moins longtemps. Henri se retrouvait face à une réalité inattendue. En s'ouvrant, il avait aussi exposé ses failles, et cette vérité, celle de sa mort imminente, venait d'entrer dans la maison comme une brise glaciale, balayant les illusions fragiles d'un quotidien retrouvé. Le froid s'intensifiait sur Paris. Les jours se faisaient plus courts, les matins plus brumeux. Dans la maison du bois, pourtant, malgré le malaise encore suspendu depuis la visite de Marc, quelque chose de ténu recommençait à germer. Ni Henri ni Claire n'avaient reparlé de ce qu'elle avait entendu. Aucun mot n'avait été prononcé sur sa maladie. Et pourtant, cette vérité invisible dictait chacun de leurs gestes. Henri, lui,
ne changea pas brutalement. Il ne devint pas soudainement un homme expansif, ni un père de substitution. Mais une lente transformation presque imperceptible modifiait ses routines. Un matin, alors que Jules dévalait les escaliers, il l'intercepta dans le hall. « Tu veux apprendre à jouer aux échecs ?» demanda-t-il, la voix neutre. Le regard du petit garçon s'illumina aussitôt. Il acquiesça vigoureusement. Henri, surpris par sa propre initiative, le conduisit dans la bibliothèque. Il dépoussiéra un vieux échiquier en bois massif, hérité de son propre père. Il installa les pièces avec lenteur, expliquant les règles avec précision. Jules écoutait, concentré, parfois confus, parfois riant quand il faisait une erreur. Claire observa la scène depuis le seuil. Elle n'intervint pas. Elle laissa le moment se dérouler, le regard voilé de gratitude. Ce simple échange, ce jeu silencieux entre deux solitudes, avait plus de valeur qu'un millier de discours. Les jours suivants, ce rituel se répéta. Toujours à la même heure, Henri et Jules, face à face, dans une pièce baignée d'une lumière d'hiver douce et constante. Les règles du jeu devinrent prétexte à d'autres conversations. Jules parlait de l'école, des copains, d'un dessin animé qu'il aimait. Henri, lui, évoquait parfois Lyon, où il avait grandi, de courts souvenirs. Une rivière. Un professeur sévère. Le goût d'une confiture oubliée. Puis vinrent les promenades. Parfois, Henri proposait d'aller chercher du pain à la boulangerie du coin. Il tenait la main de Jules d'un geste maladroit, presque trop ferme, comme s'il craignait de le perdre dans la foule. Claire les accompagnait, souvent en silence, mais ses yeux trahissaient une émotion qu'elle tentait de maîtriser. Henri saluait les commerçants, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il découvrait même, à sa grande surprise, que certains le reconnaissaient et le saluaient avec chaleur, comme s'il redevenait visible. Une après-midi, alors que Claire rangeait la cuisine, elle entendit une voix basse venant du salon. Elle s'approcha discrètement. Henri racontait à Jules une histoire de son enfance, un souvenir simple, la fois où il s'était perdu dans un champ de maïs, pensant être pourchassé par des monstres imaginaires. Jules riait à gorge déployée. Henri souriait. Claire s'assit sur le bord d'une chaise, écoutant sans être vue, et sentit une larme monter malgré elle. Ce soir-là, après avoir couché Jules, Claire resta dans le salon, un livre sur les genoux. Henri entra, surpris de la trouver là. Elle leva les yeux, sourit timidement. « Merci, dit-elle. »« Pourquoi ?»« Pour tout ça. Pour lui. Pour moi. » Henri s'assit, mal à l'aise. Il regarda la cheminée, puis répondit sans la regarder. « Je ne sais pas faire les choses à moitié. Quand j'ai fermé ma vie, je l'ai fermée pour de bon. Mais maintenant, il s'interrompit. Claire attendit. Il reprit. « Maintenant, je crois que j'ai envie de laisser une porte entr'ouverte. Juste un peu, pas pour changer le monde, juste pour respirer mieux. » Claire ne répondit pas. Mais elle comprit. Les jours suivants furent marqués par d'autres petits gestes. Henri accepta de goûter une tarte faite par Claire. Il offrit un vieux livre illustré à Jules. Il accepta que les rires envahissent le couloir, que les jouets restent parfois traînés au pied de l'escalier. La maison changeait de peau. Elle n'était plus un mausolée, mais un lieu de vie. Et Henri changeait, lui aussi. Son regard était moins dur, ses gestes plus lents, mais plus attentionnés. Il dormait un peu mieux. Il parlait un peu plus. Il ne fuyait plus ses soirées dans la rue. Il restait. Il écoutait. Il existait autrement. Un matin, alors qu'il marchait dans le jardin, Claire le rejoignit. « J'ai peur, » lui dit-elle. Sans détour, Henri la regarda surpris. « Peur de quoi ?»« De m'attacher à quelque chose que je vais perdre. » Henri acquiesça lentement. « Moi aussi. » Ils restèrent là en silence, à regarder les premières neiges tomber doucement sur les branches dénudées. Ce n'était pas une promesse, ni une déclaration. C'était simplement une vérité partagée, et parfois cela suffisait pour continuer. Le matin s'annonçait lumineux malgré le froid persistant qui enveloppait Paris. La maison du bois respirait une chaleur nouvelle. Claire préparait le petit déjeuner, fredonnant une chanson douce, tandis que Jules, en pyjama, tentait maladroitement de beurrer ses tartines sans renverser la confiture. Henri entra dans la cuisine à cet instant, attiré par l'odeur du café. Il s'arrêta un moment, silencieux, observant la scène comme un tableau vivant. Il se sentait à sa place. Pas comme un invité, mais comme quelqu'un qui, enfin, faisait partie de quelque chose. « On va faire une promenade aujourd'hui »
demanda Jules, les yeux pétillants d'excitation. Henri acquiesça. Si ta mère est d'accord, bien sûr. Claire sourit doucement. Il a tellement parlé de cette fameuse librairie dans le Marais. Je crois qu'on ne peut plus lui dire non. Ils partirent en fin de matinée. Henri portait un de ses longs manteaux noirs. Jules courait devant, sautant dans les flaques gelées, et Claire suivait, un bonnet sur la tête, emmitouflée dans une écharpe bleue qu'Henri lui avait prêtée. Dans les rues du Marais, l'hiver semblait moins dur. Ils flânaient, s'arrêtaient devant les vitrines, entraient dans des boutiques étroites et chaleureuses. Henri acheta un livre d'illustrations anciennes pour Jules, un ouvrage sur les constellations qu'il disait avoir aimé enfant. Ils s'arrêtèrent dans un petit café pour se réchauffer. Claire parlait avec le serveur, commandait un chocolat chaud. Jules dessinait des étoiles sur une serviette en papier. Henri les regardait, le cœur étrangement apaisé. Pour la première fois depuis l'annonce de sa maladie, il ne pensait pas à sa fin. Il pensait à ce moment précis. Il pensait à vivre. Mais l'illusion ne dura pas. En sortant du café, ils longèrent les quais de Seine. Jules voulait voir les bateaux. Henri marchait lentement. Son souffle devenait plus court. Claire ne remarqua rien au début. Puis elle le vit ralentir brusquement, poser une main contre un mur. Il vacilla. Jules, quelques mètres plus loin, se retourna au même instant. « Henri !» Le nom jaillit de sa bouche comme une alerte. Claire accourut juste à temps pour rattraper Henri avant qu'il ne s'effondre sur le trottoir. Il s'était affaissé, les yeux à moitié fermés, le visage pâle comme la neige. Jules criait. Les passants s'arrêtèrent. Certains appelèrent une ambulance. Claire tenait la main d'Henri, répétant son prénom encore et encore, comme un talisman contre le pire. À l'hôpital, les néons crurent son teint. Il était conscient, mais faible. Claire restait à son chevet, silencieuse, les mains tremblantes. Le médecin arriva quelques heures plus tard. Il ferma la porte, parla, doucement mais sans détour. Sa condition s'est accélérée. C'est ce que nous redoutions. Les crises vont devenir plus fréquentes, plus violentes. Il vous reste très peu de temps. Claire hocha la tête. Elle ne pleura pas. Elle avait dépassé ce stade. Henri, lui, fixait le plafond, ses yeux brillants d'un mélange de fatigue et de lucidité. Lorsque le médecin sortit, il se tourna vers Claire. « J'aurais voulu tenir plus longtemps. » Elle lui prit la main. « Tu es là. C'est tout ce qui compte. » Henri resta 3 jours à l'hôpital. Jules vint le voir chaque après-midi. Il apportait ses dessins, racontait des histoires qu'il inventait. Henri riait doucement, même affaibli. Il essayait de cacher sa douleur, mais Claire voyait bien qu'il puisait dans ses dernières forces. Le 4e jour, il demanda à rentrer chez lui. « Je veux partir là-bas. Pas ici. Pas dans ce lit froid. » Les médecins acceptèrent, à contre-cœur. De retour dans la maison, Henri retrouva son fauteuil, sa bibliothèque, sa vue sur le jardin. Il ne parlait plus beaucoup, mais il écoutait. Il écoutait Claire chanter. Il écoutait Jules raconter sa journée. Il écoutait le silence devenu doux. Une nuit, alors que tout le monde dormait, Henri resta éveillé. Il prit le carnet où il écrivait parfois. Il nota une dernière phrase « Même les choses brisées peuvent contenir la lumière ». Le lendemain matin, il regarda Claire longtemps, puis Jules. Il leur dit merci, pas avec des mots, avec ses yeux, avec sa présence. Il savait que la fin approchait, mais il n'avait plus peur. Ce qu'il avait trouvé ici, dans ces instants partagés, dans ces petits gestes, dans cette chaleur offerte sans condition, lui suffisait. Il s'endormit, le cœur tranquille, prêt à affronter ce qui viendrait, non plus comme un homme solitaire, mais comme quelqu'un qui, enfin, avait appris à vivre. Les jours qui suivirent à son retour furent marqués par un silence doux, presque sacré. Henri passait la plupart du temps dans le salon, enveloppé d'une couverture, installé dans son fauteuil préféré, tourné vers le jardin. Claire veillait sur lui avec une discrétion admirable, devançant ses besoins sans jamais l'étouffer. Jules, lui, continuait de remplir la maison de sa voix, mais avec une retenue nouvelle, comme s'il pressentait que chaque jour était précieux. Henri ne parlait presque plus, mais il observait. Il fixait longuement les objets de sa maison, les toiles accrochées, les photos anciennes, les bibelots qui autrefois ne signifiaient rien et qui, maintenant, semblaient chargés d'un sens oublié. Il savait qu'il devait agir. Il n'avait plus le temps pour l'hésitation. Un matin, il demanda à Claire de l'aider à monter à son bureau. Ce fut une lente ascension, entrecoupée de pauses,
mais il y arriva. Une fois installé à son grand bureau en bois, il ouvrit un tiroir et en sortit plusieurs dossiers. Le testament, les titres de propriété, des enveloppes marquées de son écriture. Claire resta en retrait, silencieuse. Il leva les yeux vers elle. « Il faut que je mette tout en ordre. » Elle acquiesça sans poser de questions. Ce jour-là, elle s'occupa de Jules, l'emmena au parc, fit les courses. Henri seul passa des heures à écrire, relire, signer. Il ne laissa aucun détail au hasard. Il voulait que tout soit clair, que Claire n'ait pas à se battre, que Jules n'ait pas à comprendre trop tôt ce que signifiait l'absence. Le lendemain, il convoqua Marc. L'avocat arriva en fin d'après-midi, accompagné d'un notaire. Claire et Jules restèrent à l'étage. Henri leur consacra 2 heures, les mains tremblantes mais la voix ferme. Il modifia les dernières clauses, établit un fonds pour l'éducation de Jules, transféra la propriété de la maison à un trust dont Claire serait la gestionnaire. Il avait pensé à tout, surtout à eux. Quand Marc quitta la maison, il serra la main d'Henri avec une émotion mal dissimulée. « Tu pars en paix, Henri. » Henri répondit d'un simple regard. Il n'avait jamais été homme de longues déclarations. Ce soir-là, alors que le feu crépitait dans la cheminée, Claire s'approcha avec une boîte de dessin que Jules avait faite à l'école. Elle s'assit près de lui, ouvrit la boîte et en sortit une feuille un peu froissée, aux couleurs vives. 3 silhouettes se tenant par la main. Un homme au manteau noir, une femme aux longs cheveux, un petit garçon entre les deux. Au-dessus, un ciel bleu, un soleil disproportionné et une phrase maladroitement écrite « Nous 3 ensemble ». Henri prit le dessin entre ses mains. Il le contempla longuement. Puis, sans dire un mot, il ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, ils étaient brillants. « Je ne pensais pas que ça me toucherait autant. » Claire ne répondit pas. Elle se contenta de poser sa main sur la sienne. Le papier tremblait légèrement. Henri le serra contre lui, comme une relique. « J'ai laissé tellement de choses passer, Claire, des années entières. Et maintenant, je regarde ce dessin et je me dis que c'est peut-être ça, ma vie. Pas les contes, pas les murs de cette maison, mais cette image-là. » Elle voulut répondre, mais il leva la main. « Je sais que le temps est court, mais je voulais que tu saches que vous m'avez rendu à moi-même. » Un silence s'installa. Pas lourd, un silence plein, plein de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Le lendemain, Henri accrocha le dessin dans son bureau, juste au-dessus de la cheminée. Il le fit encadrer même s'il savait qu'il ne le verrait que quelques jours encore. C'était une façon de dire au monde, ou du moins à cette maison, que sa dernière œuvre la plus importante n'était pas un investissement ni une fondation, mais un lien. Un lien tissé trop tard, mais encore à temps. Jules vint. Le voir le soir, s'assit sur ses genoux et demanda « Tu crois qu'on va toujours être ensemble ?» Henri hésita, puis répondit, la voix faible mais assurée « On sera toujours ensemble dans ton cœur. Et c'est là que vivent les gens qu'on aime. » Jules sourit et Henri sentit que ces mots suffisaient. Pour lui, pour le garçon, pour Claire, pour la paix qu'il cherchait depuis si longtemps. Les jours s'écoulaient lentement, comme retenus par une volonté invisible de prolonger l'essentiel. Décembre approchait de sa fin, et avec lui venait l'ombre discrète du temps qui s'amenuisait. Henri, affaibli mais toujours lucide, observait les lumières de Noël apparaître dans les rues, les vitrines animées, les arbres décorés dans les halls d'immeubles. La ville se préparait à célébrer, et lui, contre toute attente, ressentait une envie qui lui avait toujours semblé absurde, celle de fêter. Il appela Claire un matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner dans la cuisine. « Il faut un sapin, dit-il sans détour, un grand, avec des guirlandes, des lumières, des choses colorées. » Claire, surprise, le regarda longuement. Puis elle hocha la tête doucement, un sourire naissant sur ses lèvres. « D'accord. » Henri ne voulait pas d'un Noël triste. Il ne voulait pas de regards pleins de pitié, ni de larmes étouffées. Il voulait un éclat, une lumière vive, un moment suspendu dans la mémoire de ceux qui resteraient. Alors il demanda qu'on décore toute la maison. Les escaliers furent enveloppés de guirlandes dorées. Des bougies furent allumées dans chaque recoin. La grande salle à manger retrouva son faste d'autrefois, mais avec une chaleur nouvelle, plus humaine, moins protocolaire. Il envoya des invitations, manuscrites, à d'anciens amis, à quelques employés à la retraite, à des personnes qu'il n'avait pas revues depuis des années. Certains ne répondirent pas. D'autres, étonnés, vinrent.
Le soir du 24 décembre, la maison brillait. Le sapin, trônant au centre du salon, scintillait de 1000 feux. Jules courait partout, vêtu d'un petit costume, distribuant des biscuits et riant à chaque compliment. Claire, vêtue d'une robe simple mais élégante, accueillait les invités avec une aisance naturelle. Henri, installé dans son fauteuil près de la cheminée, observait tout avec une émotion silencieuse. La soirée fut pleine. Rires, anecdotes, souvenirs partagés. On buvait du vin chaud, on mangeait des plats traditionnels, on écoutait les vieux vinyles de chansons françaises que Henri avait fait sortir de sa collection. Les convives parlaient de bas, souvent les yeux brillants. Beaucoup comprenaient qu'il s'agissait d'un adieu masqué, mais aucun ne le disait. À un moment donné, Claire prit la parole. Henri m'a dit qu'il voulait un Noël vivant, pas une veillée d'hôpital, pas une prière silencieuse, mais un moment qu'on n'oublierait pas. Elle se tourna vers lui. Alors pour toi, Henri, j'ai retrouvé une chanson. Une très vieille chanson. Elle se leva, s'avança vers le piano, s'assit, et elle chanta. Sa voix douce et profonde emplit la pièce. Une mélodie simple d'un autre temps, une chanson que la mère de Henri lui chantait autrefois avant que la vie ne devienne sérieuse. Il ferma les yeux, écouta chaque mot, chaque note, et sans qu'il ne puisse l'empêcher, une larme coula sur sa joue. Quand la chanson se termina, il y eut un silence, pas gêné, un silence de respect. Puis, lentement, les gens applaudirent. Pas un tonnerre, un murmure, un souffle collectif de reconnaissance. Henri ouvrit les yeux et regarda Claire. Elle souriait. Il regarda Jules, assis à ses pieds, émerveillé. Il regarda autour de lui, cette maison qu'il avait bâtie pour l'isoler, et qui maintenant abritait des voix, des chants, des parfums de cannelle et de vin rouge. Il inspira profondément. Ce soir-là, Henri sourit. Pas un sourire forcé, un vrai. Le genre de sourire qu'un homme n'offre qu'une fois qu'il a compris quelque chose d'essentiel. Plus tard, quand les invités partirent, quand la maison retrouva son calme, Claire s'approcha. « Tu as eu le Noël que tu voulais ?» Henri la regarda longuement. « J'ai eu plus que ça. » Il lui tendit une petite boîte. À l'intérieur, un pendentif en argent, simple, élégant. À l'arrière, gravé, pour celle qui m'a rendu à la vie. Claire ne dit rien. Elle referma la boîte, la serra contre elle. Ce soir-là, dans la grande maison autrefois vide, on dormit avec des cœurs pleins. Les jours suivants, Noël se teintait d'une mélancolie douce, comme un souffle tiède au creux de l'hiver. La fête avait laissé des traces, des rires encore suspendus dans les murs, l'éclat des bougies dans les yeux de Jules, et surtout, une paix nouvelle dans le regard de Henri. Il n'était plus question de compte à régler, ni de peur à apprivoiser. Il s'agissait désormais de transmettre, de léguer non pas une fortune mais un sens. Henri appela Claire dans son bureau un après-midi où la neige tombait en silence sur les verrières du jardin d'hiver. Elle entra, inquiète, mais il la rassura d'un simple geste de la main. Sur le bureau, une enveloppe reposait, scellée à la cire. Il la désigna. « C'est pour toi, et pour Jules. » Claire s'approcha lentement. Elle prit l'enveloppe entre ses mains, lourde de ce qu'elle contenait, même si elle n'en connaissait encore rien. Elle leva les yeux vers Henri qui la fixait avec cette gravité douce qu'il avait acquise ces dernières semaines. « Qu'est-ce que c'est ? Ce que je peux vous offrir de mieux. Ce que je veux que vous gardiez quand je ne serai plus là. Pas pour me souvenir, mais pour avancer. » Claire voulut répondre, mais il enchaîna. « Tout est réglé, la maison. Les ressources pour que Jules puisse aller aussi loin qu'il voudra. Pour que toi, tu n'aies plus jamais à choisir entre la survie et la dignité. Il y a aussi un fonds à ton nom, pour tes études, si tu veux reprendre, ou pour autre chose. Ce que tu décideras. » Elle resta là, immobile, les doigts serrés sur l'enveloppe. « Henri, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Tu m'as offert plus que je ne pourrais jamais l'exprimer. Vous deux, vous avez rempli les derniers jours de ma vie de quelque chose que je ne pensais plus possible. » Il se leva lentement, s'approcha d'elle. « Mais il y a aussi une lettre là-dedans, écrite à la main. Pas pour les notaires, ni pour les juges, juste pour toi. » Claire hocha lentement la tête. Ses yeux étaient pleins, mais elle ne pleurait pas. Pas encore. « Et si je ne suis pas prête à l'ouvrir? Alors attends. Elle n'a pas de date de péremption. Mais quand tu la liras, tu sauras.
Il lui serra la main, longuement, puis il retourna s'asseoir. Claire sortit de la pièce, le cœur chaviré, l'enveloppe contre sa poitrine. Ce soir-là, elle ne l'ouvrit pas. Elle la rangea dans une boîte avec les dessins de Jules et les objets qu'ils avaient trouvés ensemble dans les marchés de Noël. Elle n'était pas prête, mais elle sentait déjà que cette lettre serait un repère. Une lumière plus tard. Les jours suivants, Henri parlait peu. Il passait le plus clair de son temps avec Jules, racontant des souvenirs, inventant des histoires absurdes où il combattait des dragons en buvant du chocolat chaud. Claire les regardait, souvent à distance, parfois en silence, parfois avec un sourire. C'était étrange, pensa-t-elle, comme une famille construite sur les débris d'un hasard. Un soir, Henri demanda à Claire de s'asseoir avec lui, une couverture sur les genoux, face au feu. « Tu crois que les gens changent, vraiment ?» demanda-t-il. « Je crois que certains découvrent ce qu'ils ont toujours été, répondit-elle. Il hocha la tête. Moi, je pensais que j'étais un homme fini, froid, mort bien avant d'être malade, et puis vous êtes arrivé, et j'ai compris que j'étais simplement endormi. Il se tourna vers elle. Tu m'as réveillée, Claire. Tu m'as montré que même au bord du vide, il peut y avoir de la lumière. Elle posa sa main sur la sienne, en silence. Ce geste suffisait. Cette nuit-là, Henri s'endormit le cœur paisible. Il n'avait plus rien à régler, plus rien à cacher. Il avait dit ce qu'il devait, fait ce qu'il pouvait. Et surtout, il avait aimé, à sa manière. Tard, mais pleinement. Claire, en montant se coucher, s'arrêta devant la porte du bureau. Elle hésita, puis entra, ouvrit le tiroir du haut, sortit l'enveloppe. Elle resta longtemps à la contempler, assise dans le silence. Puis, sans l'ouvrir encore, elle murmura « Merci ». L'hiver étendait sur Paris un manteau d'un blanc timide, une couche fine de givre sur les toits, les trottoirs, les vitres embuées. La maison du bois, pourtant, semblait échapper à cette morsure glaciale. À l'intérieur, la chaleur persistait, celle des souvenirs en train de naître, celle des silences partagés sans gêne, celle de la présence. Henri ne sortait plus, il ne lisait presque plus. Il dormait beaucoup, s'effaçait doucement comme une lumière que l'on tamise lentement, pour ne pas brusquer la pièce. Claire le veillait sans mots, avec cette attention patiente qu'elle avait apprise dans les rues, dans les abris, dans l'urgence. Elle ne demandait rien. Elle restait là. Elle remplissait l'espace de gestes tendres, de soins invisibles, de chaleur discrète. Jules, lui, avait compris. D'une manière que seuls les enfants savent, il avait saisi que quelque chose s'achevait. Il posait moins de questions. Il passait plus de temps assis à côté de Henri, lui lisant à voix haute, même quand les mots lui échappaient. Il dessinait aussi. Beaucoup. Des maisons, des étoiles, des bonhommes aux bras trop longs. Il déposait ses œuvres sur la table du salon, là où Henri pouvait les voir. Un matin, Henri demanda à Claire de lui apporter le dessin où ils étaient, tous les trois. Celui-là, précis. Elle le plaça dans ses mains avec précaution. Il le contempla longuement, puis le serra doucement contre lui. « C'est ça, ma fin parfaite », murmura-t-il. Elle ne répondit pas. Elle s'assit à côté de lui, lui prit la main. « Tu n'as pas besoin de parler, dit-elle, on est là. » Les jours suivants, son souffle devint plus court. Les médecins, appelés en toute discrétion, confirmèrent ce que Claire savait déjà. Il restait peu de temps. Peut-être quelques jours, peut-être une nuit. Henri, lui, semblait déjà ailleurs. Mais il souriait encore, parfois, quand Jules entrait dans la pièce. Il serrait la main de Claire doucement, comme pour dire qu'il comprenait. Un soir, alors que la neige tombait silencieusement, la maison fut plongée dans une quiétude, presque irréelle. Claire avait installé un fauteuil face à la cheminée pour Henri, avec des coussins, des couvertures. Il s'y était installé sans un mot, le regard fixé sur les flammes. Jules s'endormit sur le canapé à quelques mètres de là. Claire s'assit à même le sol, près de lui, veillant. Il tenait le dessin dans ses mains, celui des trois. Sa main tremblait à peine. Son visage, amaigri, conservait une paix étrange, presque lumineuse. Claire posa sa tête contre son bras. Aucun mot ne fut échangé, aucune prière, aucun cri, seulement cette présence pure, intacte. Et c'est là, dans cette pièce tranquille, baignée par la lumière tremblotante du feu et le souffle régulier, de l'enfant endormi, qu'Henri Dubois quitta ce monde. Sans douleur, sans peur, avec le dessin contre lui. Claire sentit le changement avant même de le voir. Ce n'était pas une rupture, c'était un glissement.
Une absence qui remplaçait lentement une chaleur. Elle releva les yeux. Le visage de Henri était calme, les yeux clos, les lèvres détendues. Elle ne pleura pas. Pas tout de suite. Elle prit simplement sa main, la serra et resta ainsi de longues minutes, jusqu'à ce que le silence se transforme en hommage. Le lendemain, il ne resta que la neige, le froid et une maison un peu plus vide. Le jour des funérailles fut sobre. Henri l'avait souhaité ainsi. Peu de monde. Pas de discours pompeux. Juste une musique douce. Quelques mots simples de Claire, une rose blanche que Jules déposa sur le cercueil. Il ne comprenait pas tout, mais il savait qu'Henri n'était pas vraiment parti. Il disait que le monsieur du dessin vivait maintenant dans sa tête. Après la cérémonie, Claire rentra seule avec Jules. Ils traversèrent les pièces de la maison en silence. Chaque recoin portait encore la trace de Henri. Son parfum, ses livres ouverts, son fauteuil. Rien ne fut déplacé, rien ne fut effacé. Cette nuit-là, Claire entra dans le bureau. Elle ouvrit la boîte, sortit l'enveloppe. Lentement, elle décacheta la cire et déplia la lettre. Les mots étaient simples, écrits à la main avec cette écriture précise qu'elle avait appris à reconnaître. « Claire, tu as fait bien plus que m'accompagner. Tu m'as réveillée. Tu m'as montré que même au bord du vide, on peut apprendre à regarder les étoiles. Tu es forte, tu es juste et tu es prête. Cette maison est à toi, pas pour t'enfermer, mais pour construire. Jules est un miracle. Protège-le, guide-le, mais surtout, aime-le librement. Merci pour m'avoir appris à vivre avant de mourir. » Claire referma la lettre. Elle la relut 2 fois, puis elle sourit à travers ses larmes. Ce soir-là, elle alla dans la chambre de Jules, s'assit à ses côtés et lui murmura « Il est toujours avec nous, dans la maison, dans ton rire, dans mon cœur. » Et l'enfant, à moitié endormi, répondit « Je sais, il est dans mon dessin aussi. » Le temps avait repris sa course. Lentement, Paris se détachait de l'hiver. Les bourgeons éclosaient timidement sur les arbres du jardin, les rues retrouvaient leur murmure, et dans la maison du bois, une lumière nouvelle filtrait à travers les rideaux entr'ouverts. Henri n'était plus là, mais il n'avait jamais. Autant semblait présent. Claire s'était adaptée au silence, pas celui de la perte, mais celui de la continuité. Elle avait pris possession de la maison, non comme une héritière, mais comme une gardienne. Elle n'avait rien modifié des pièces principales. Le fauteuil de Henri restait là, face à la cheminée, immobile. Sur l'accoudoir, elle avait posé une photo de lui, une rare prise un soir où Jules avait insisté pour capturer le monsieur qui sourit. Dans un cadre discret, au mur, la lettre était suspendue, non comme une relique, mais comme un rappel. « Merci pour m'avoir appris à vivre avant de mourir. » Les visiteurs, rares, s'arrêtaient souvent devant, sans savoir exactement pourquoi ces mots les touchaient. Mais ils le faisaient. Claire avait repris ses études. Infirmière, comme elle l'avait toujours voulu, bien avant que la vie ne lui arrache cette possibilité. Le fonds laissé par Henri couvrait ses frais, mais aussi ceux d'une nourrice, qui venait chercher Jules les jours de cours. La maison était vaste, mais elle n'était jamais vide. Des voix la traversaient, des livres ouverts, des devoirs sur la table. Des odeurs de soupe, de lessive, de chocolat fondu, des choses simples mais vivantes. Jules, lui, avait été inscrit dans une école de musique. Il avait choisi le violon, à la surprise de Claire. Il disait qu'il voulait faire les sons qu'on entend dans les rêves. Ses doigts, encore maladroits, s'agitaient sur les cordes avec une ferveur enfantine. Le professeur, un vieux musicien du quartier, disait qu'il avait l'oreille, mais surtout le cœur. Chaque semaine, Jules déposait un nouveau dessin sur le bureau de Henri. Il ne demandait jamais si Claire les gardait. Il savait. Le bureau, bien que peu utilisé, était toujours prêt à accueillir. Un carnet ouvert, un stylo posé en travers, une tasse vide jamais déplacée. Un soir de mars, Claire, en rentrant de l'université, s'arrêta dans le jardin. L'air était frais, mais non mordant. Le ciel, d'un bleu pâle, laissait percer une lumière tiède. Jules courait derrière un ballon. Il riait. Claire s'assit sur un banc, observa la maison. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé, à la peur, aux fuites, à la rencontre improbable, et à l'homme qui, sans jamais se proclamer sauveur, avait bouleversé leur destinée. Elle sentit quelque chose naître en elle. Ce n'était pas de la nostalgie, ni un chagrin résiduel. C'était une forme de paix, une certitude que,
Malgré la perte, il existait un futur, que le passé n'avait pas été vain, qu'il avait semé. Jules courut vers elle, s'assit sur ses genoux. « Tu crois qu'il aurait aimé mon dessin d'aujourd'hui ? Je suis certaine qu'il l'aime déjà. Même s'il ne peut plus parler, il parle autrement maintenant. » « Comment ?» Claire sourit. « Avec le vent, avec les oiseaux, avec tout ce que tu fais avec amour. » Jules hocha la tête, convaincu. Il sortit un papier de sa poche, le tendit à Claire. 3 silhouettes, encore, mais cette fois, il y avait des fleurs autour. Et au-dessus, en lettres tremblantes, le printemps d'Henri. Elle ne dit rien. Elle l'embrassa sur le front et serra contre elle ce fils du hasard devenu l'encre de sa nouvelle vie. Le soir venu, elle rangea le dessin avec les autres. Puis elle ouvrit la fenêtre du salon. L'air frais entra, léger. Elle alluma la lampe près du fauteuil comme elle le faisait chaque soir, et elle murmura, sans attendre de réponse, « Tu nous manques, mais on vit, comme tu voulais. » Et, dans ce murmure, dans cette lumière douce, dans le violon maladroit d'un enfant, Henri vivait encore. Non dans la pierre d'une tombe, mais dans la chair d'un quotidien réinventé.